Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue cette semaine sur les Chroniques de l'Histoire, où nous parlons de l'histoire de France, d'Angleterre, d'Écosse à la Renaissance, depuis un certain temps déjà. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui s'est passé dans la semaine du 5 au 11 octobre dans la dynastie des Tudors, à la cour des Tudors ou à la cour de France ou à la cour d'Écosse, et je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. J'ai écrit un premier ouvrage sur les sirènes d'Henri VIII que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je suis en cours de correction, de relecture d'un deuxième ouvrage beaucoup plus important, celui-ci de 600 pages sur cette dynastie complète des Tudors de 1485 à 1603, donc du moment où Henri VII d'Angleterre est monté sur le trône jusqu'à la mort de la reine Élisabeth Ier. Donc c'est un ouvrage qui est un travail de longues années que je suis en train d'aboutir pour vous le proposer et qui correspond un petit peu à ce que je vous dis au niveau de ces chroniques depuis plusieurs mois, et ce de manière beaucoup plus détaillée du 1er janvier au 31 décembre de l'année 1485 à 1603, avec les faits, avec les éléments les plus importants qui se sont passés dans la dynastie des Tudors. Et puis mon troisième livre sur Anne Boleyn et sur Henri VIII est aussi en cours de rédaction. Il sortira dans le courant de l'année 2021 et bien sûr j'ai des idées d'autres ouvrages à venir. Je travaille beaucoup, je travaille à plein temps et je rédige en fait toutes ces chroniques les week-ends, pendant mes vacances, le soir, entre les moments que je ne consacre pas à ma famille et à mes enfants et que je dédie en fait au partage de l'histoire. Donc nous allons aujourd'hui parler de différents événements. Il y en a eu beaucoup dans cette semaine-là, du 5 au 11 octobre. Il y a d'abord eu les fiançailles de Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, avec le dauphin de France, François, le premier fils de François Ier. On a eu ensuite le 6 octobre 1536 l'exécution de William Tyndale. Le 7 octobre 1552, la naissance de Walter Raleigh, qui était un navigateur et un explorateur. Le 8 octobre 1515, ce fut la naissance de Margaret Douglas. Le 9 octobre 1514, le mariage de Louis XII de France avec Marie Tudor, la sœur cadette d'Henri VIII. Le 10 octobre 1562, Élisabeth Ier qui tomba malade, et le 11 octobre 1537, une procession à la cathédrale Saint-Paul pour la reine Jane Seymour, la troisième reine d'Henri VIII, qui allait accoucher le lendemain. Donc je ne vais pas vous parler de tous ces éléments, je choisis de vous parler de 4 d'entre eux, vous retrouverez les autres dans mon ouvrage lorsqu'il sortira. Alors les fiançailles de Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, qui était alors âgée de 2 ans et que l'on fiança au jeune dauphin de France, François, qui était le fils aîné de François Ier et de la reine Claude de France. Il était donc l'héritier du trône de France et lui-même était âgé de 2 ans et demi. Ils furent fiancés à distance lors d'une cérémonie dans les appartements de la reine Catherine d'Aragon au palais de Greenwich à Londres. Et d'après l'acte notarial de Robert Tonys et de John Barrett, l'oraison fut donnée par Lord Tunstall et le seigneur de Bonnivet représentait le jeune François au nom du roi de France. Donc ce seigneur de Bonnivet prit la main de la petite Marie qui n'avait que 2 ans et c'est là les fiançailles au nom du dauphin. Donc le roi et la reine reconnurent le dauphin en la personne de Bonnivet et ce dernier put remettre un anneau au 4e doigt de la main droite de la petite Marie, parce que effectivement ce n'est pas la main gauche, celle du cœur que nous utilisons maintenant, qui était utilisée à l'époque, mais l'anneau de fiançailles et de mariage était à la main droite. Donc le roi Henri VIII et le seigneur de Bonnivet au nom du roi de France signèrent ensuite l'acte de fiançailles et le roi partit ensuite vers la chapelle du palais de Greenwich où devant le grand autel il prêta serment suite au traité de paix entre la France et l'Angleterre qui avait été signé la veille à Londres le 4 octobre.
Les ambassadeurs français prêtèrent également serment et le traité de paix avait été négocié par le cardinal Wolsey comme un traité de paix universel. Les Anglais étaient possesseurs de territoires français. Alors on sait que depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet en 1152, des territoires français appartenaient déjà aux Anglais. Et il y a eu également donc ces territoires français et la ville de Tournai qui avait été conquise par les Anglais en 1513 et qui devait être restituée à la France dans le cadre de ce traité. François Ier devait payer une somme colossale, 600 000 couronnes pour récupérer la ville et 400 000 couronnes pour le château. Le roi de France devait également payer des taxes pour les libertés et pour les franchises des habitants de Tournai. Les conditions de cette alliance prévoyaient qu'elle ne serait maintenue que si le couple y consentait une fois plus âgé. Le traité fut rompu 3 ans plus tard, en 1521, lorsque Marie fut fiancée à son cousin l'empereur Charles Quint, mais il y avait un écart d'âge trop important. Marie n'avait que 6 ans et Charles Quint avait 22 ans, et il ne voulait pas attendre que Marie soit en âge justement de pouvoir procréer. Donc ce n'est que bien plus tard que Marie Tudor épousa le fils de son cousin Philippe II d'Espagne, et elle avait alors 38 ans, un âge avancé à l'époque des Tudors, mais on se rappelle qu'après le divorce de ses parents, elle avait été déclarée illégitime et donc elle n'était plus princesse, elle était juste Lady Marie et elle était donc un parti beaucoup moins intéressant et par conséquent elle a dû attendre qu'elle soit elle-même reine d'Angleterre pour pouvoir organiser son propre mariage. Au 9 octobre 1514, la date du mariage de Louis XII, le roi de France, qui était âgé de 52 ans, et de Marie Tudor, âgée de 18 ans, la sœur cadette d'Henri VIII. Donc à ne pas confondre avec Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII. Louis XII était veuf de sa première épouse, Anne de Bretagne, qui était décédée le 9 janvier 1514. Il n'avait pas eu d'héritier mâle. Et Marie Tudor avait été accueillie à Boulogne-sur-Mer après avoir pris la mer à Douvres et elle avait vécu une traversée absolument effroyable et elle avait rencontré une tempête terrible. Donc Henri VIII n'avait pas lésiné sur les moyens pour ce futur mariage. Il avait envoyé avec Marie et sa suite 2000 chevaux, 2000 archers qui accompagnaient sa sœur dans son nouveau royaume. Et Marie rencontra Louis XII à Abbeville. Elle était montée sur un très beau cheval blanc, elle était vêtue d'une magnifique robe pourpre, brodée d'or et d'un chapeau de soie assorti. On sait que cette jeune princesse était réputée pour être fine et pour être absolument magnifique. Donc cette future reine de France était superbe et elle était accompagnée de 36 dames d'honneur. De son côté, elle ne semblait pas ravie de son nouvel époux, mais elle faisait bonne figure. Par convention, elle avait fait promettre à son frère que si elle devenait veuve, elle pourrait choisir son futur mari. Donc le mariage avait été réalisé d'abord par procuration au palais de Greenwich à Londres et ce fut monsieur de Longueville qui représentait à ce moment-là le roi Louis XII. Donc ce mariage par procuration donna lieu à un mariage réel en ce jour du 9 octobre 1514 et le roi Louis XII, ravi de sa nouvelle épouse qui était magnifique, la couvrit de somptueux cadeaux dont un diamant de la taille d'un œuf de pigeon, 30 robes venues de Milan, d'Angleterre et de France, de la vaisselle en or, en argent et en vermeil, des tapisseries, des bijoux, des pierreries, des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, il n'y en avait jamais assez pour cette magnifique Marie. C'est le cardinal de Bayeux qui célébra la cérémonie ce 9 octobre à Abbeville dans le nord de la France et Louis XII ne vécut que quelques mois après ce mariage. Il décéda le 1er janvier 1515. On attendit quelques semaines pour être sûr que la reine Marie n'était pas enceinte et quand on a été sûr, eh bien Marie a pu repartir en Angleterre et c'est le roi François Ier qui monta sur le trône. La suite, nous la connaissons, j'ai déjà réalisé des vidéos à ce sujet. Marie absolument heureuse put épouser
épouser son amour de toujours, le beau et le jeune Charles Brandon, duc de Suffolk. Nous poursuivons maintenant avec une autre anecdote qui s'est passée cette semaine. Le 10 octobre 1562, notre reine Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, tomba malade au palais de Hampton Court en Angleterre. Elle avait alors 39 ans. On pensa d'abord qu'elle avait pris froid, mais la fièvre empira considérablement et il devint rapidement évident que la reine avait contracté la variole ou la petite vérole comme on l'appelait à l'époque, qui était un terrible virus infectieux très contagieux et sans remède à l'époque qui couvrait les malades de pustules infectées. C'était vraiment terrible et très douloureux. 7 jours après les premiers symptômes, les médecins de la reine pensaient vraiment qu'elle allait mourir. Et c'était une terrible angoisse pour ses proches, notamment pour son fidèle William Cecil, son premier ministre et ami de toujours, car Élisabeth n'avait pas d'enfant et donc il n'y avait pas d'héritier mâle pour la couronne d'Angleterre. Heureusement, la reine Élisabeth s'est rétablie, elle a survécu, elle n'a pas été trop marquée au niveau de son visage, contrairement à son amie Marie Sidney, la sœur de Robert Dudley et son amie et favori de toujours. Marie Sidney qui avait soigné la reine tout le long de sa maladie et qui avait elle-même contracté cette variole qui était donc un virus extrêmement contagieux. Lorsque la reine retrouva sa santé, elle demanda à son conseil de nommer Robert Dudley protecteur du royaume et il fut également nommé conseiller privé de la reine. Alors Élisabeth a eu beaucoup de chance de guérir de cette infection et de ne pas être trop marquée car beaucoup ne survivaient pas et décédaient de cette maladie en 8 à 10 jours et la sœur de Robert Dudley est restée effroyablement marquée à vie. La reine Élisabeth d'ailleurs elle-même qui utilisait vraiment un masque blanc sur sa peau, cachait ainsi les marques qui lui restaient. Donc nous terminons cette semaine par un autre événement important. Le 11 octobre 1537, il y eut une procession solennelle à la cathédrale Saint-Paul de Londres pour prier pour la reine Jane Seymour, la troisième épouse d'Henri VIII, qui était en train d'accoucher, mais dont le travail était terriblement lent et terriblement dur. Tous les prêtres, les clercs, les moines, les hommes d'église priaient pour la délivrance positive de la reine Jane et cette dernière avait épousé le roi, on se souvient, le 30 mai 1536, juste 11 jours après l'exécution d'Anne Boleyn qui avait été exécutée à la Tour de Londres le 19 mai 1536. Jane était tombée enceinte quelques mois plus tard et le 16 septembre 1537, à l'âge de 29 ans, elle était entrée dans sa chambre de confinement au palais de Hampton Court, pour y préparer la naissance de son enfant. Le travail de délivrance fut vraiment effroyable, terriblement épuisant pour la reine, douloureux, le travail dura plus de 30 heures avant que Jane ne donne naissance à un fils, un petit garçon tant attendu, un petit garçon en bonne santé, Édouard, qui est monté sur le trône d'Angleterre sous le nom d'Édouard VI et qui fut l'héritier tant attendu d'Henri VIII, qui voulait absolument un garçon pour prolonger la dynastie Tudors. Donc voilà pour les événements les plus importants de cette semaine. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous souhaite de vous faire plaisir dans la lecture, dans la recherche des événements historiques. Merci de votre écoute chaque semaine, merci de vos petits mots. Ça me ferait très plaisir que vous puissiez vous abonner à cette chaîne. C'est motivant de voir que des personnes sont intéressées. C'est vrai que parfois je me demande si je dois poursuivre ces chroniques ou pas forcément, sous quelle forme. Donc c'est vrai que je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos, ne font pas forcément de commentaires
ne sont pas forcément abonnés ou ne donnent pas forcément de likes. Ce que je peux dire en tous les cas, c'est que les commentaires, les abonnements de nouvelles personnes sur une chaîne, sur un site, donnent de la motivation aux auteurs. Et en tous les cas, je vous retrouve tous les jours sur ma page Facebook, les chroniques de l'histoire par Sandra, où je vous partage tous les jours des anecdotes historiques, des faits, de très belles photos, des gravures, des documents, et puis surtout du positif pour que vos journées démarrent le mieux possible grâce à l'histoire et grâce à la beauté des choses et de la vie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.